2, 1, check, check, 0. Je me souviens que dans la fin du livre de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, il nomme 12 menaces écologiques susceptibles d'être fatales à notre espèce. Et après, il dit on me demande souvent laquelle de ces menaces est la plus importante. Et quel est le problème prioritaire qu'il faudrait traiter. Et il répond, ce qu'il faudrait en priorité traiter, c'est notre tendance à vouloir identifier un problème prioritaire. Le marathon du Mike. Le marathon du Mike. Un podcast issu des chaînes de montage de L'usine à podcast. Référence. Nuit des idées, Janvier 19. Et c'est toujours Diane Bonneau dans le hall du grand bâtiment Nova, les Inrock, Chic Magazine. Et le bâtiment tout entier transformé pour une nuit en usine à podcast. Le thème de cette 4e nuit des idées, c'est face au présent. Et à cet instant précis, c'est vous deux qui êtes en face de moi. On y va ? Avant d'embarquer pour un grand voyage, juste pour savoir, vous êtes plutôt tortue ou lièvre ? Je préfère la tortue, je trouve que c'est un animal plus, tu vois, un peu centenaire et tout, il y a un truc plus digne. Moi, le lièvre, c'est mon animal totem. Waouh ! Depuis bien des années. Ouais. Et pourtant, on fait le podcast en même temps. Tu vois, ça fait Comment dire ? Il n'est pas question On sait d'arriver déjà qui va arriver le premier. premier ou dernier. Est-ce vraiment l'enjeu ? Allez, filons. Tortue, vous êtes Agnès Guéraud ? Moi, je suis une tortue ? Non, j'ai juste dit que j'aimais bien les tortues, mais je me suis pas non plus identifiée aux tortues, contrairement à Mathieu qui s'est identifié aux lièvres. Mais grave. Donc il y a une différence entre empathie et identification. C'est Présent, qu'on peut présence, développer. absolument. Voilà. Agnès Guéraud, vous êtes Agnès Guéraud ? Moi, je suis Agnès Guéraud. Depuis combien de temps ? Civilement, pas vraiment depuis ma naissance, mais depuis que j'ai écrit un livre où mon nom, qui porte mon nom sur la couverture, parce que sinon, je suis la féline. Je suis presque la féline avant d'être Agnès Guéraud. Ça, c'est étrange. Et c'est pas une tortue. Pas une tortue. Mathieu Podvonville. Ouais. Vous êtes Mathieu Podvonville. Depuis un moment. Mais pas depuis toujours. Pas depuis toujours. Allez. Cette porte s'ouvre sur un nouveau présent. Il y a Esthétique de la ruine. Non, du chantier, on va dire. Plutôt du chantier, où c'est pas encore en ruine. Ouais. il y a urgence. Ah bah pour nous, oui, puisqu'on n'avait pas prévu de parler en même temps. Donc, on se retrouve à urgemment essayer d'être drôle. Un peu de fébrilité et d'embarras en même temps. Un mélange. Mais ça va être bien. L'urgence, c'est quoi aujourd'hui ? Pour vous ou pour le monde, à vous de choisir quel présent. Je me souviens que dans la fin du livre de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, il nomme 12 menaces écologiques susceptibles d'être fatales à notre espèce. Et après, il dit on me demande souvent laquelle de ces menaces est la plus importante. Et quel est le problème prioritaire qu'il faudrait traiter. Et il répond, ce qu'il faudrait en priorité traiter, c'est notre tendance à vouloir identifier un problème prioritaire. Oui, moi j'allais répondre ralentir, parce que je suis une tortue. Bon, voilà. C'est le chantier ici. Mais j'y crois à cette histoire de ralentissement. Ouais. J'y crois beaucoup. Attention la tête. Ouais, mais tu crois vraiment qu'on peut ralentir ? Enfin, est-ce que ralentir, c'est pas le truc qu'on se dit qu'on fera la semaine prochaine, non ? Je sais pas, j'ai l'impression que j'y arrive de temps en temps et que je m'en sens plus accomplie dans l'existence. Mais très concrètement. Ouais. Comme si le présent se densifiait. Oui, ou au contraire, s'aérait, s'ouvrait. Ouais, parce qu'il y a un sentiment de nasse communicationnelle. Là, il y a une telle densité d'informations. Donc, peut-être que c'est pas une question de ralentissement, mais d'aération, ouais. Et j'ai tendance à avoir ce sentiment d'étouffement, parfois, devant la multiplicité des propositions à notre regard, à notre écoute, même comme musicienne. J'ai beaucoup besoin de silence. Quand je fais des morceaux, il faut que j'ai des doses de silence. Vous avez choisi le bâtiment pour les échos, parce que c'est quand même très remarquable.
Face à face, on a envie de présence. faire des vocalises. Oui. Allez-y. Ouais, on peut aller très haut. C'est joli, hein. Ça devient faux, là, non. Non, je peux pas. Attends, c'est déjà pas mal. Vas-y, va plus. Y a-t-il du faux dans l'infini? Ouais. Non. Ah bah, C'est une toi question pour les Non, liens. non, c'est une question pour les personnes qui ont bossé sur Adorno et c'est pas moi. Instant présent. Vous voudriez vivre dans quel temps? Vous vivez dans quel temps? Puis toujours dans plusieurs temps, non? En même Ouais. temps. Ouais. Et la difficulté, c'est effectivement d'en choisir un seul, mais c'est quand même plutôt une stratification ou une succession accélérée comme un saphir de disque, comme un diamant de disque qui saute de sillon en sillon, en fait. Ultime face à face, nous voici arrivés. Ah oui. Vous voici arrivés dans ce petit salon du temps suspendu. Mathieu Podbonneville, Agnès Guéraud. Voici, il y a Carole qui vous attend et Armel, prenez place. Vous avez l'air très à l'aise tous les deux. Agnès Guéraud, Mathieu Podbonneville. On vous a entendu pousser de petits cris pendant ce parcours. Que s'est-il passé? Eh ben, la résonance, quoi. On est traversé des espaces résonnants. Moi, je ne traverse jamais un tunnel sans chanter, sans essayer un truc. Mais toi, je sais pas, Mathieu, en tant que lièvre. J'évite de chanter parce que les tunnels s'effondrent après. T'arrives à les faire rentrer justement en résonance. Oui, voilà, on va dire comme ça. Il est très doué. Il est comment, là, votre temps présent? Vous sentez comment par rapport à avant, à cette petite intro? Je sais pas, fébrile, mais presque bientôt détendu, parce que je sens que c'est libre, quoi. C'est ouvert. Donc il y a un sentiment de liberté, mais dans une forte contrainte. Être libre dans la contrainte, c'est bien ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans ces conditions? Je pense que c'est la condition de base, non? Tu crois pas? Ça part en truc de philo, là. Ouais, ce sont le sujet de philo. D'interviewer. Je me demande si l'usage des calculatrices est autorisé. Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut... C'est quoi? C'est peut-on être libre dans la contrainte? Être sur le sujet philo, là. Le bac, vous avez 4 heures. C'est parti. Attention, top chrono. Ouais, Non, c'est mais bien. évidemment qu'il faut une contrainte, ouais, pour... Enfin, Disons, c'est généralement le truc qu'on vous demande quand on veut d'abord vous vendre une contrainte. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que peut-on être libre dans la contrainte, l'idée qu'il faut des contraintes pour être libre, etc. C'est généralement, quand on vous propose ça, c'est généralement pas pour être plus libre. C'est plutôt pour vous arranger des contraintes que vous avez et dont il faudrait vous accommoder. Ce serait donc un mensonge en fait. Ouais, une arnaque. Une arnaque. C'est un petit peu différent, le mensonge et l'arnaque. Mais je pense que ça, c'est une arnaque, en effet. Alors, la différence entre le mensonge et l'arnaque, peut-être? Ça peut servir à tout le monde ici. Attends. Bah non, mais une arnaque, c'est un peu plus joueur, quoi. C'est un peu plus roué, tu vois. Le type qui t'arnaque, il est content, il jouit de t'arnaquer. Alors celui qui ment, bon, parfois, on peut juste mentir parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Mais l'arnaque, et puis c'est anticipé. Alors qu'un mensonge, c'est pas forcément anticipé. Je sais pas. C'est le freestyle, tu vois. Mais Si. L'arnaque a une dimension à la fois fictionnelle, ouais. parce qu'il y a un exercice d'imagination qu'il n'y a pas forcément dans le mensonge, et puis une dimension actionnelle, puisque dans l'arnaque, il faut arriver à faire faire à l'autre quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément. C'est ça, il y a de la manipulation. Ouais. Bah, dans le mensonge aussi, mais... Ouais, on est dans la stratégie, on n'est pas dans la morale. Ça va toujours? Ouais, c'est hyper bien. Bah là, on est à fond philo, là, quand même. Hein. Ouais, Là, entre le mensonge et l'arnaque. Une autre question philo, c'est bon, vous êtes prêts? Si on pouvait Est-ce changer que- de camembert... est-ce que le dans présent- non. Est-ce que le présent est synonyme de modernité pour vous? Je pense notamment à la pop, Agnès. Est-ce que la pop, c'est forcément au présent? Non, moi je crois que la pop est très revivaliste et depuis très longtemps. Les premiers disques, moi je vois le commencement de la pop presque au début du 20e siècle, pardon, ça allait un peu loin là. Et voilà, et les premiers disques où vraiment ça devient une industrie phonographique qui s'instaure avec des labels, avec des amateurs et tout ça, c'était des disques en Amérique, des disques de old times music ou old fashioned music. Et les gens rêvaient d'un monde
antérieur au monde industrialisé dans lequel il commençait à vivre. Donc il ne faut pas oublier que dans cette musique-là, il y a une dose de revivalisme et qu'on retrouve tout le temps jusqu'à la version pathologique de la rétromania dont parle Simon Reynolds. Mais disons que voilà, le paradigme du progrès, c'est un autre paradigme qui s'est instauré, qui a été volé d'ailleurs plutôt au domaine de la musique savante. Donc c'est un peu le moment où la pop se dit oui. Mais il y a aussi une histoire de l'innovation dans la pop et c'est indéniable. Il y a une histoire des instruments. Mais est-ce qu'on peut fantasmer le présent ? Mais je pense qu'il y a eu, ce qui est remarquable en tout cas, c'est qu'il y a eu un énorme fantasme du futur dans la pop et que celui-là, c'est pas ça qui se joue aujourd'hui. Même un fantasme de l'histoire. Et c'est très difficile pour la pop, même les gens les plus novateurs et tout ça, peut-être vont s'inscrire dans des revendications contemporaines et tout ça. Mais je dirais qu'elle est beaucoup plus présentiste en un sens que, je sais pas, je pense à l'afrofuturisme, il y a toute cette vision de l'émancipation, en tout cas, où il y avait vraiment une projection enfin voilà, George Clinton, il se voit conquérir les étoiles. Enfin, il y a même un lien avec la conquête spatiale et tout ça. Et j'ai pas le sentiment que la pop d'aujourd'hui, elle éprouve ce futur avec la même candeur. Donc elle est présentiste, mais par défaut, quoi, parce que elle contemple le chaos, contemple tout, et elle voit pas l'issue. J'ai pas l'impression. C'est assez pessimiste dit comme ça, mais c'est peut-être le début d'une manière de transformer la chose. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui s'est passé un petit peu la même chose dans un certain nombre de secteurs de l'art et de la pensée? Il y a ce moment où on a eu le sentiment d'arriver à la fin de quelque chose, mais c'était plutôt marrant. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, c'est ce qu'on a appelé le postmodernisme dans les années 80-90, où en gros, on avait fait le tour du catalogue, mais du coup, on pouvait jouer avec. Et on a même ça dans la pop. Quelqu'un comme Beck, dans les premiers albums, c'est quand même quelqu'un qui superpose des strates de toute la musique américaine, mais qui les revisite comme on fait le tour du propriétaire, quoi. Mais je crois qu'il y avait une morbidité cachée quand même dans le postmodernisme. Ouais. C'est-à-dire, ça va trop loin, là. Je peux pas vous laisser dire ça. C'était ludique, mais au fond, c'était un peu morbide parce que c'était une façon de dire que quand même l'histoire était finie. Et comme là, maintenant, on est tous obligés d'être plus ou moins postmodernes parce qu'on a accès à toutes les époques. Il suffit d'aller sur YouTube et tout est présent. Enfin, justement, il n'y a pas de passé, en fait. Il y a que du présent. Et peut-être une espèce de suffocation. Est-ce que le présent, c'est la réalité ? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on fantasme soit le passé, soit le futur, mais qu'on peut jamais vraiment rêver au présent. Que le présent, c'est un peu la difficulté, quoi, la réalité, la vérité, le vrai monde, quoi, le truc un peu dur. Moi, je trouve que c'est le passé, le truc un peu dur. Mais, enfin, disons que le présent, c'est le truc qui semble indépassable à l'instant T. On est là, Instagram, gilet jaune, je sais pas, c'est ça, quoi, le truc qui, comme ça, nous tombe sur la figure et qui, en même temps, on sent que ça va se faire relativiser, balayer par d'autres choses, par d'autres dimensions. Et en même temps, il faut bien le vivre, il faut bien l'affronter maintenant parce que c'est décisif. Mais enfin voilà, même je sais pas, à l'échelle des réseaux sociaux, tu vois, c'est vraiment la blague de MySpace ou de maintenant se référer à MySpace. Voilà, c'est un truc un peu ancien. Ça paraissait être voilà l'horizon indépassable du musicien qui essaie de se faire connaître et tout à coup, ça y est, c'est derrière nous et ça n'a plus aucune autre valeur qu'un gadget du passé. C'est même pas un truc historiquement très marquant, c'est un gadget du passé. Donc je trouve que comme toujours, le présent, c'est forcément ce qui est le plus difficile à appréhender. C'est lui qui nous prend, c'est pas nous qui le... Pour revenir un peu, ou pour rester sur la musique, vous en avez parlé, vous avez évoqué Beck à l'instant. Votre dernier ouvrage, je crois, s'appelle Recommencer. Le recommencement, c'est la radio. Chaque jour, recommencer. On passe des heures à écrire une chronique et puis une fois qu'on l'a dite, c'est terminé. Il faut recommencer. En musique, c'est un éternel recommencement aussi. On voit bien que les anciens servent à créer le son d'aujourd'hui. Et c'est toujours ce même mécanisme. Quel est le point de vue du philosophe là-dessus ? Sur le recommencement dans la musique, il y a quelque chose d'extrêmement heureux dans le recommencement dans la musique. Dans la manière de rejouer un morceau, par exemple. Il y a quelque chose qui est quand même extrêmement agréable.
C'est très agréable aussi de devoir faire la même chronique chaque jour parce qu'il y a une douceur des habitudes, parce qu'il y a une manière de s'y plier et en même temps d'avoir confiance en elle. Ça, c'est quand même plutôt des choses délicieuses. Ce qui est difficile, c'est quand le recommencement devient quelque chose de subi, quand on a le sentiment de tourner en rond, de ne pas parvenir à sortir du cercle, et quand on n'a pas d'autre choix que de continuer. En fait, plus j'y pense et plus je pense que le truc vraiment difficile, douloureux, piégeux, on va dire, c'est la continuation des choses. Je viens d'une autre nuit des idées. Je fais un tour ce soir des différentes nuits des idées. Et à cette autre nuit des idées, il y avait un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola et qui disait ça. Il disait, on est englué dans un présent et dans une manière de faire dont le propre est de nous faire croire qu'ils sont éternels. C'est-à-dire que ce qu'on vit là, on a toujours vécu comme ça. D'ailleurs, on va continuer à vivre comme ça. Et qu'au fond, la seule proposition, c'est de continuer ou de trouver des variantes à l'intérieur de cette proposition-là qui est la seule. L'idée qu'il n'y a pas d'alternative, l'idée politique qu'il n'y a pas d'alternative, c'est une proposition politique construite sur la base de ce sentiment immédiat que ce qu'on vit là, c'est la seule manière de vivre. On a toujours vécu comme ça, d'ailleurs on le fera toujours comme ça. Et Descola disait, ce qui est beau avec l'anthropologie, c'est qu'elle vous fait savoir, elle vous fait admettre, ou elle vous oblige à admettre qu'il y a des alternatives, qu'il y a d'autres façons, des façons radicalement autres, y compris choquantes. Vous avez dérivé sur l'économie là, non? Ou je me trompe? L'économie, c'est la mise en... Ouais, l'économie, c'est la mise en musique ou la mise en boîte de cette idée qu'il n'y a pas d'alternative et que, au fond, du coup, il n'y a qu'à continuer la manière dont nous le faisons. Descola racontait un autre truc. Je vais ventriloquer un petit peu Descola, c'est quand même pas désagréable. Il racontait que lui, il a fait son terrain anthropologique au Brésil, chez les Jivaro Ashbar, un endroit relativement reculé de l'Amazone. Et il disait, ce qui est dur, c'est pas du tout... le Brésil, c'est pas du tout l'Amazone, les moustiques, les bêtes, les serpents, etc. C'est le retour. Le retour, c'est vraiment dur. Parce que le retour, il racontait avoir dû s'acheter des chaussettes et puis s'être retrouvé dans la supérette face à des centaines de paires de chaussettes et se dire... voilà. Ne pas pouvoir choisir. C'est le problème du présent, c'est qu'on est face à des choix. Et là, vous n'avez pas le choix. Le gong retentit, c'est Diane qui vient vous chercher. On est face à l'instantanéité la plus totale. Mais oui, c'est le Et présent. l'arbitraire. Hein. De retour, l'arbitraire. Avec La ses contrainte. grandes bottes blanches, je suis le lapin blanc d'Alice qui vous dit « Je suis pressée, je suis pressée, je suis pressée ». Et je vous ramène. Nous quittons le petit salon du temps suspendu. C'est vous bien. Suivez-moi, Mathieu Pot de Bonneville. Agnès Guéraud, dites « La Féline, je vous ramène au présent ». Mais c'était assez présent ce moment-là, juste. Ouais, c'est bien, on commençait à être là. C'est clair. Il faut du temps pour s'abandonner au présent. Ouais, c'est vrai. Allez, venez. C'est un ascenseur un petit peu particulier, de dire. Du coup, là, le podcast continue quand on repart ou... Mais oui, on Pour continue, savoir bien si sûr. on doit faire semblant Regardez. de philosopher encore. Est-ce qu'on peut faire semblant face à ça? Approchez-vous. C'est un miroir. Miroir, mon voilà. beau miroir. Je ne vous présente pas. Vous avez quelque chose à dire à cette personne? Non, j'étais en train de me dire que présent, c'est ce qu'on dit en classe quand on fait l'appel. Et qu'il y a une injonction là-dedans qui n'est pas seulement agréable, en fait. Mm-hmm. C'est bien de ne pas être présent. C'est plutôt agréable de pouvoir ne pas être présent. Voilà, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en dites, Agnès Guéraud? Ouais. Laissez-nous nous absenter du présent.